Chers téléspectateurs de Réussite Modèle, aujourd'hui, votre émission préférée, Audace, a le plaisir de recevoir un homme bien aimé dans son pays, mais surtout à travers toute l'Afrique. Cet homme est en face de nous, Monsieur Baba Tandian, homme d'affaires, PDG de l'imprimerie Tandian qui se trouve à Dakar et surtout l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball. Bonjour, Monsieur Tandian. Bonjour, madame. Saluez vos téléspectateurs. Je salue vos téléspectateurs de la diaspora. Je disais bienvenue au Sénégal. Nous allons discuter, nous allons parler beaucoup de choses, de facettes un peu de mon parcours, un parcours du combattant pour arriver aujourd'hui à ce niveau. J'avoue personnellement que ce n'est pas une chose facile, mais en m'amusant. Voilà, en m'amusant, c'est ça que je peux dire. Parce qu'au début, il n'y avait rien de sérieux, mais il fallait mettre un peu de sérieux pour arriver à ce résultat-là. En m'amusant, je suis arrivé à faire quelque chose de concret. Voilà. D'accord, vous avez dit en vous amusant, vous avez réussi à faire du sérieux. Est-ce que M. Tandian peut revenir un peu sur son enfance? Comment il l'a vécu? Écoutez, mon enfance, je l'ai vécu ici au Sénégal, entre deux maisons. Mon père avait deux épouses, donc entre Usine Bentali et Grand Dakar, vers la Sicap Rue 10. Voilà, je suis un élève de l'école de Médina, où j'ai fait mon cursus primaire. Et après, j'ai fait un cursus secondaire à l'école Saint-Pierre à Grand Dakar. Donc voilà, et j'ai tâté un peu le basket aussi, en m'entraînant au basket, parce que j'ai appris à jouer au basket comme ça en regardant une dame qui, hélas, aujourd'hui, elle est décédée, qui s'appelle Awadja. Cette dame, en fait, c'est à cause d'elle que je suis devenu basketteur, puisque elle habitait dans notre quartier, et puis au bout de 8 mois, parce qu'elle était très grande, donc elle est rentrée dans le basket, au bout de 8 mois, elle est devenue internationale. Alors donc, bon, internationale, on l'a vu voyager de gauche-droite, et puis quand elle arrivait de ses voyages, elle nous offrait des trucs, des friandises, des trucs, bon... On s'est dit qu'il y avait quelque chose à prendre là-bas. Donc c'est comme ça que je me suis engouffré dans le basket. J'avais 15 ans à l'époque, un peu tard pour un jeune basketteur. Voilà, et après, voilà. D'accord. Vous avez fait aussi la France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de vos souvenirs, les souvenirs que vous avez eu à vivre dans ce pays-là? Vous savez, en fait, en France, cela a été un challenge pour moi. Ce challenge, j'ai pu le réussir grâce un peu à un pari que je me suis fait avec moi-même. Et ce pari aidant par un comportement assez atypique de mon père. Quand je suis venu, j'avais je crois 21 ans à l'époque, je suis venu lui dire au revoir que je vais aller en France. Bon, comme j'étais un peu un enfant turbulent du quartier et tout ça, vous savez, bon, ce n'était pas facile pour moi. Moi, mes parents ont divorcé, j'avais 4 ans. Donc, ouais, j'ai vivoté entre les deux maisons, donc c'était pas facile. Et quand j'ai trouvé le chemin pour aller en France, quand je suis parti voir mon père, bon, je m'attendais à des bénédictions, je ne les ai pas eues. Mon père m'a dit deux choses. La France est devant toi, il y a deux voies, la bonne et la mauvaise. Tu feras ton choix. Parce que tout le monde était persuadé que je ferais la mauvaise voie. Tellement que j'étais un peu turbulent, je n'écoutais pas. Bon, voilà, j'étais un peu la terreur du quartier. Mais pas méchamment. Alors, j'ai quand même réussi à partir. Et en partant, avant de monter dans l'avion, cet intermède est revenu dans mon esprit avec mon père. Je me dis, mais comment mon père, je suis allé le voir pour avoir sa bénédiction, il ne l'a pas fait et il m'a proposé deux solutions, deux voies. Et là, ce jour-là, je crois que je me suis fait une promesse en me disant que le vieux, je vais lui montrer que je sais suivre la bonne voie. Voilà, c'est cette promesse-là, en fait, qui m'a aidé à réussir un peu le pari fou
de partir à l'âge de 21 ans, de jouer au basket, de gagner de l'argent et puis de rencontrer mes copains qui sont là-bas, où tous les soirs on était tout le temps en boîte de nuit et tout. Et finalement, au bout d'un an, je me suis rappelé un peu de la promesse que je me suis faite. Vous avez pris la bonne voie, certes une chose difficile. Est-ce que vous pouvez revenir sur les difficultés que vous avez eues à vivre là-bas en France? Oui, non, c'est-à-dire que c'est une continuité un peu de cette bonne voie. Elle n'était pas aussi facile que ça. Parce que, comme je disais, ma première année, j'ai dépensé tout cet argent qu'on gagnait dans le basket et dans le travail que je faisais. On le dépensait en faisant un peu de la bamboulade de gauche-droite avec des copains basketteurs. Enfin, finalement, j'ai compris que c'est une situation qui ne va pas perdurer, puisque j'avais pris un engagement avec moi-même. J'ai décidé de couper court à tout ça. J'ai dit à mes copains, je ne vais plus en boîte de nuit, je ne sors plus, je ne vais plus au restaurant. Je ne reçois plus les gens ici parce que l'habitude, les week-ends, on recevait des gens, on faisait la popote et tout ça. J'ai dit, désormais, je ne veux même plus voir quelqu'un dans ma maison. Donc, en fait, je me suis fait harakiri. J'ai continué à travailler, j'ai continué à gagner de l'argent, j'ai continué à économiser à mort. Et c'est grâce à ça, en fait, que je m'en suis sorti. Donc, j'ai récupéré tout cet argent-là pour monter, 8 ans après, mon imprimerie. Après avoir acheté mon terrain, ma maison, et une fois la maison construite, le local de l'imprimerie construite, j'ai acheté les machines. Bon, j'ai continué 3 ans après, 4 ans après à le parfaire. Et c'est comme ça que je suis rentré au Sénégal. Et j'estime que voilà, c'était pas facile. Mais quand même, j'ai réussi en 13 années à économiser 250 millions. À monter mon entreprise et m'installer à Yoff. Voilà, et les autorités à l'époque, Abdou Diouf, en l'occurrence, a apprécié à sa juste valeur un peu ce travail que j'ai fait, qui est une première, un sportif immigré qui quitte la France, qui vient, qui s'installe dans une industrie, c'est assez rare. Et c'est pour ça qu'Abdou Diouf, à l'époque, avait autorisé le ministre de l'immigré, des immigrés à l'époque, Mme Fambaye Fall Diop, le ministre de la décentralisation, Moussa Ndoye, et le ministre de l'Industrie de l'époque à venir inaugurer mon imprimerie, puisque c'était une première. Donc, il fallait tout simplement encourager peut-être les autres qui auraient envie de le faire. Avant de revenir peut-être sur cette imprimerie qui a fait de M. Baba Tandian un grand homme d'affaires, un exemple à travers toute l'Afrique, je dirais. Quel club étiez-vous avant de partir en France? Ici, j'ai joué à la Jeanne d'Arc. J'étais pivot. J'ai joué à la Jeanne d'Arc. J'ai été formé là-bas par le doyen Passau, qui est toujours vivant. Vraiment, je lui souhaite une bonne santé de fer. Et après, je suis parti en France une première fois. Je suis revenu de la France 2 ans après, parce que j'avais le mal du pays, en fait. Je suis revenu et j'ai rejoué en championnat au Sénégal avec l'ASC BOP. Donc j'ai fait un championnat plein et après j'ai eu un contrat à Toulouse et là je suis parti, mais cette fois-ci je suis parti pour de bon. J'ai même décliné une sélection de l'équipe nationale du Sénégal parce que c'était en 77. À l'époque, il y avait qui comme grand basketteur ici? Il y avait de grands basketteurs. Il y avait Adidas, Abdurrahman Ndiaye Adidas. Il y avait Pamoussa Touré. Il y avait Apollo Faye. Il y avait de grands noms du basket. Ça, c'était mon temps. Il y avait Apollo Faye, Adidas. Et après nous, il y a eu les jeunes qui sont arrivés, les Adidas Omar Dia, Mathieu Faye, Bengali Kaba. Bon, voilà. Au Sénégal, si vous voulez lister tous les noms de grands basketteurs, vous allez passer la journée ici. En fait, vous avez dit que vous avez démarré votre imprimerie avec une somme de 250 millions, c'est bien ça. D'où vous êtes venu l'idée de mettre en place une imprimerie au Sénégal? Mais parce que j'étais déjà imprimeur. Voilà, parce que mon père avait une petite imprimerie sur l'avenue Lamine Gueye
À l'époque, on avait 17-18 ans. Donc, j'étais là dans cette imprimerie. Quand je quittais l'école, je venais dans cette imprimerie. Donc, et j'ai commencé à manipuler un peu, pas les machines, c'était des caractères. Vous savez, c'est les lettres en plomb. À l'époque, c'était des lettres en plomb. Donc, qu'on rassemblait pour former une lettre ou un mot. Donc, j'ai commencé à pratiquer et puis je me suis mis aussi dans les machines. Voilà, en fait, comme je dis, pour arriver à faire quelque chose sur le plan professionnel, il faudrait aussi de la formation. La formation de base, c'était ça, et j'ai eu cette formation-là. Vous l'avez appris? Voilà, je l'ai appris sur le tas, au niveau de chez mes parents, qui n'était pas une grande imprimerie, hein, c'était vraiment un truc assez modeste, mais c'était une base. Et c'est comme ça, quand je suis parti en Europe, j'ai voulu ne pas être coupé de cette base, et à chaque fois que je signais dans un club, j'exigeais de trouver du travail dans une imprimerie. Et j'ai eu la chance d'avoir du travail dans une imprimerie, parfois dans les quotidiens régionaux françaises. Voilà, j'ai dû toucher à tout. Ce qui fait que je suis devenu vraiment un imprimeur plein. Alors, c'est normal. Quand je gagne de l'argent, la première chose à faire, c'est d'investir dans le créneau que je maîtrise. Et le créneau que je maîtrisais à l'époque, c'était vraiment l'imprimerie. Voilà, et j'ai investi dedans. D'accord, vous l'avez inauguré, je pense, en 2000? Non, pas en 2000. Je l'avais inauguré en 87 d'abord, une première fois. 87, ça c'était avec le ministre Fambaye Fall Diop, qui était ministre des immigrés de l'époque. Serigne Lamine Diop, ministre de l'Industrie, et Moussa Ndoye, ministre de l'Industrie, et le maire de Dakar à l'époque. 2002, en 2000, l'événement. En 2000, c'était un autre événement, puisque l'imprimerie est partie de 250 millions à près de 5 milliards. Donc j'ai investi énormément d'écriture et d'équipement. On est parti de 1 employé à plus de 60 employés. Actuellement, vous en êtes à combien? Aujourd'hui, on est 69. 69 employés. Oui, mais on a des pointes de 200 employés. Hein. Ça dépend des marchés, si on a des marchés. Parce que nous avons 2 secteurs, un peu les employés CDI et les employés CDD. Donc bon, souvent quand on a de gros marchés, on renforce beaucoup avec des employés en CDD. Donc, mais en CDI, on est 69 depuis plus de 30 ans. Alors, c'est en 2000, quand on a construit la nouvelle imprimerie sur 3500 mètres carrés, voilà, et le président Abdou Diouf a jugé utile de venir l'inaugurer lui-même. Nous avons mis de grosses installations. À l'époque, il n'y avait pas de rotative ici. On était les premiers à avoir installé une rotative, hein, pour faire les journaux. Puisqu'il n'y avait qu'une rotative qui appartenait à l'époque au groupe français, le groupe Ersan. Bon, il y avait trop de rififi aussi entre les quotidiens et cette imprimerie-là. Et finalement, j'ai investi de l'argent pour accroître un peu le matériel dans ce secteur. D'accord, vous avez parlé de marché. Est-ce que vous pouvez revenir sur le plus gros marché qu'a eu à avoir l'imprimerie Tandian? Vous savez, les marchés, c'est assez aléatoire. Vous savez, les marchés, c'est pas quelque chose qui est gagné d'avance. Vous participez, souvent c'est le moins 10 ans ou le moins 10 ans ou le mieux 10 ans. Bon, nous participons à tous les marchés. Hein. Je suis partout, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal. Je suis dans des marchés de l'édition. Voilà, et vous savez, ces marchés-là, c'est des marchés importants, mais importants en volume, mais aussi importants aussi sur le plan financier. Sans l'accord d'une banque, vous ne pouvez pas financer, c'est impossible. Donc voilà, j'ai eu à faire des marchés d'édition et pour la Mauritanie. J'ai beaucoup travaillé aussi pour la Guinée. D'ailleurs, même en ce moment, nous sommes sur le point d'exécuter un marché pour la Guinée. Voilà, on attend les techniciens guinéens qui arrivent pour ficeler tout ça. Et nous avons aussi des marchés d'édition un peu dans la sous-région. Voilà. Donc, et au Sénégal, nous sommes un peu tête de file aussi au niveau des élections.
Donc voilà, on fait beaucoup de choses. Voilà. Nous allons rester même dans la sous-région. On a vu que M. Tandian est très ami avec pas mal de présidents, de chefs d'État africains. Quel est le secret de M. Tandian pour avoir un tel style? Non, il n'y a pas de secret, parce qu'en fait, vous savez, à l'époque, j'étais président d'un groupe de presse. Vous savez, quand vous êtes président d'un groupe de presse, forcément, vous touchez à tout, vous parlez à tout le monde, et tout le monde s'intéresse à vous. Et puis aussi, j'avais aussi un oncle à moi, chose rare, un oncle à moi qui est devenu président de la République. C'est le président Mamadou Tandian du Niger. C'est un oncle, c'est un cousin à mon père. Bon, c'est vrai, grâce à lui aussi, bon, j'ai pu côtoyer, quand je vais souvent à Niamey, j'ai pu côtoyer beaucoup de chefs d'État là-bas, tels que le président nigérien, le président du Burkina Faso. Mais en dehors de ça, j'avais mes propres rapports, mes propres amitiés avec des présidents sénégalais, notamment Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, le président mauritanien Oultaya, le président malien Toumani Touré, et les présidents qui sont venus après Oultaya, c'est-à-dire le président Eli Oulval, le président Sidi Ould Abdallah et le président Aziz, tous les présidents mauritaniens avec qui j'ai eu à faire beaucoup de choses. Il y a aussi le président Tandian, le président guinéen Alpha Condé, qui est un ami de 20 ans, malgré que ces temps-ci, on a une petite brouille entre nous. Macky Sall, c'est un ami de longue date. C'est avant même qu'il soit président. Je l'ai connu quand il était ministre du pétrole. Voilà, nous avons sympathisé, nous avons eu des atomes crochés et nous sommes devenus des amis. Voilà. Et bon, et cela, ça fait plus de 15 ans ou 17 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette amitié-là est toujours là et bien existante. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le digital, la digitalisation, bon, prend le dessous sur certaines choses. Actuellement, les journaux en papier, voire les livres, les gens n'en font plus grand-chose. La plupart se trouvent dans ce qu'on appelle l'Internet. Est-ce que cela n'est pas en train de freiner un peu votre activité? Mais écoutez, ça a frappé durement le secteur de la presse édition. L'Internet, vous savez, Jean-Jacques Chaban-Schleber, c'est un écrivain français. Je me rappelle de ça, c'était dans les années 80, à l'époque, on jouait au basket là-bas. Un jour, on est arrivé, on a regardé la télévision TF1, on l'a vu parler des autoroutes de l'information. Il avait fait un livre sur ça, les autoroutes de l'information. Que ce serait bientôt la révolution avec les autoroutes. Personne ne comprenait ce que c'est, les autoroutes de l'information. Personne ne comprenait ce que c'est. En fait, c'était ça, les autoroutes de l'information, c'est l'Internet. Et l'Internet aujourd'hui, puisque a bouleversé le monde. Vous avez vu, non seulement ça a bouleversé le monde, mais c'est même en train de tuer les emplois. C'est-à-dire que quelque part, c'est un formidable outil de travail où il y a peut-être moins de contraintes par rapport aux choses de l'époque. Mais cela a un problème crucial avec l'emploi puisque l'Internet aujourd'hui est en train de détruire un peu les emplois. Alors c'est la même chose qu'au niveau de la presse édition. Vous savez, il y a 10-15 ans, les journaux fleurissaient partout. Depuis que l'Internet est apparu, le digital est apparu. Et de moins en moins, les gens lisent les journaux. Alors, aujourd'hui, certains quotidiens ont tout simplement décidé aussi de se mettre à l'ère du digital, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leurs livres, leurs journaux. Bon, à l'époque, des journaux qui tiraient entre 10-15 000, aujourd'hui, en tirent que 2 000. Ceci pour exister sur le marché dans la rue, mais ils renvoient tout dans le digital et c'est le digital maintenant qui est vendu. D'accord. Et comment faites-vous pour s'adapter à ce contexte-là? Nous d'abord, ça détruit beaucoup de choses. Ce qui fait qu'on est obligé de nous réadapter. Et on s'est réadapté. On s'est réadapté, c'est-à-dire qu'en faisant autre chose, en fait. Voilà, en évoluant l'investissement sur d'autres créneaux porteurs.
que plutôt sur le créneau de presse édition. Hein. Bon, les livres sont toujours là, les écoles. Pour le moment, les écoles ne sont pas encore à la digitalisation. Les livres sont toujours présents, donc nous continuons à imprimer les livres. Mais ce sont les journaux qui disparaissent. Quand je vous dis, par exemple, à l'époque, il y a 10-15 ans, j'imprimais environ plus de 14 quotidiens. 14 quotidiens et le quotidien le moins tiré tournait aux alentours de 5000 exemplaires. 14 quotidiens et le quotidien qui tirait le moins, il y en avait peut-être 2 ou 3 et tiré à peu près à 5000. Les autres tiraient entre 10 et 15 000. Donc le chiffre d'affaires était énorme. Oui, bien sûr. Était à énorme. Peu près par jour. Ouais, pas par jour, mais c'est un chiffre d'affaires qui tourne aux alentours de 100 millions par an, par mois. 100 millions par mois. Alors donc, et puis subitement, comme ça, plouf, d'un seul coup, c'est parti en fumée. Parce que tout simplement, l'Internet est passé par là. Alors, donc, les sites sont là aujourd'hui. Au début, les sites étaient en état embryonnaire. Bon, ils gênaient personne. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'aujourd'hui, les sites ont carrément pris la place des quotidiens. D'accord. Bâtir une grande entreprise rime en général avec des échecs. Est-ce que M. Tondian peut revenir sur ses expériences par rapport aux échecs qu'il a eu à vivre? Oui, des échecs, j'en ai eu. Hein. Bon, ce serait utopique de dire que je n'ai pas eu d'échecs. Des échecs, j'en ai eu. Surtout des erreurs d'investissement, j'en ai eu. J'ai même frôlé la catastrophe sur un investissement que j'ai fait à plus d'1 milliard. Et puis finalement, l'investissement n'a pas pu... Sur quoi exactement? Je voulais investir dans l'emballage. Dans l'emballage, à l'époque, les machines n'étaient pas aussi performantes, c'était trop compliqué. Je me suis lancé dans ce type de machine, mais qui n'était pas adapté sur le contexte africain. Bon, en fait, je me suis laissé avoir par des fournisseurs. Bon. Mais en fait, le marché existait, mais les conditions de ces équipements n'étaient pas adaptées au Sénégal pour pouvoir travailler correctement et produire correctement. Donc, du coup, j'ai dû faire un investissement qui a fait flop. Bon, les banques m'ont emmerdé comme pas possible. J'ai même failli couler avec ça, puisqu'il fallait payer. Les machines étaient là, ne produisaient pas. Bon, on a trouvé un autre mécanisme grâce un peu à mes marchés extérieurs, internationaux et tout. Certains marchés que nous avons eu à honorer dans le cadre un peu de l'édition. J'ai pu dégager un montant assez important pour pouvoir solder un peu ce que je devais aux banques. Bon, on a échappé un peu, voilà. Sans compter, bon, on a fait aussi d'autres investissements qui n'étaient pas adéquats. C'est ça le monde des affaires. Hein. Vous croyez que c'est une bonne piste et puis finalement, vous rentrez dedans, vous vous rendez compte que ce n'est pas une bonne piste. Il faut avoir de l'audace pour s'y mettre. Ah non, il faut avoir de l'audace. Moi, de l'audace, par contre, j'en ai eu. Hein. J'ai toujours eu de l'audace, j'ai investi tous azimuts. J'ai tellement investi que, bon, j'ai investi, j'ai construit, j'ai agrandi. Vous voyez, par exemple, là où je suis à l'imprimerie, 3500 mètres carrés. Mais ces 3500 mètres carrés, aujourd'hui, sont devenus trop grands. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on était obligé de resserrer un peu notre parc de machines. Et il fait que ça nous a donné assez d'espace qui nous a permis un peu de louer cet espace-là au groupe Auchan. Monsieur Tondian, vous êtes un exemple dans ce pays, mais aussi à travers toute l'Afrique. Quel conseil donnez-vous à ces jeunes-là qui prennent aujourd'hui les pirogues pour rallier l'Occident? Alors, le conseil que je donne aux jeunes, c'est très difficile. Vous savez, je suis un ancien immigré. La période d'immigration à l'époque était cette période face où les gens pouvaient aller en France, trouver du travail facilement. Cette période-là est révolue, totalement révolue. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes... J'ai eu d'ailleurs à faire un papier sur ça, parce que vous savez, je suis éditeur, je suis parfois chroniqueur, il m'arrive parfois même d'écrire des chroniques. Et j'avais fait une chronique à l'époque, 500 000 francs, le droit de mourir en mer. C'est-à-dire que des jeunes qui arrivent à trouver de l'argent, soit par le biais de leurs parents, par les bijoux de leurs parents et tout ça, et qui arrivent à amasser un montant de 500 à 700 000 francs pour le donner aux passeurs, pour braver un peu la mer, hein, où on a 50% de chance
de s'en sortir et 50% d'être englouti par la mer. Donc ce que j'avais titré le droit de mourir en mer. Parce qu'en fait, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de dépenser autant d'argent pour aller mourir en mer. Et or que 500 000 francs, on peut bien faire du business avec 500 000 francs. On peut bien faire du business même avec 250 000 francs. Mais seulement il faut y croire à ce business. Parce que en fait, quand vous voulez réussir trop vite et vous voulez gagner de l'argent trop vite, l'argent facile n'a jamais apporté une solution. Et vous n'avez aucune chance aussi de réussir trop vite dans la mesure où vous démarrez une activité qui n'est pas rémunérateur. Donc, moi, par exemple, quand j'ai monté mon entreprise, j'ai mis 250 millions, mais j'ai mis un an avant de voir un peu les fruits, avant de voir un peu un travail que je fais où j'arrive à avoir un peu de bénéfices. Donc, il ne faut pas être pressé. Et les jeunes sont très très pressés. Et le fait d'aller aussi en Europe, moi quand je vais en Europe et que je vois les jeunes Sénégalais, Guinéens, Maliens et tout ça faire la manche dans les carrefours, ça fait honte. J'ai honte. Et c'est quelque chose qu'ils ne feront jamais chez eux. Et quand vous les voyez, et puis dans des conditions lamentables, en période de froid, en période de pluie, ils sont dans la rue, hein, ils dorment par terre, sur les gazons. Ils sont dans une condition insalubre mais indescriptible. Et je crois que ça ne vaut pas le coup, franchement, d'aller se tuer en mer et réussir peut-être à passer et se retrouver dans un enclos comme des moutons. Puisque en fait, quand vous arrivez en Italie, quand vous arrivez à passer, et bien quand vous allez dans une île, et bien c'est un enclos, et puis on vous enferme là. On vous donne à manger, on vous donne à boire. Hein, maintenant, ces gens cherchent maintenant la solution pour vous ramener d'où ce que vous êtes venu. Alors, donc où est l'intérêt de partir? Et puis il n'y a plus de travail en Europe. Il n'y en a plus. En Europe, prenez la France, aujourd'hui, le chômage est arrivé à un niveau tel que eux-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pour ça que tous ces gens qui partent comme ça, c'est l'échec. D'accord. Le secret de M. Tandian dans le business? Non, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'il faut croire à ce que l'on fait. Il faut croire et dire que je veux faire ça. Je crois à ça et ça doit marcher. Et puis, ne pas se disperser. Surtout ceux qui veulent faire du business aussi, d'éviter de faire du business avec leurs parents. Ça, c'est un conseil que je donne. En général, ceux qui font du business avec leurs parents, un cousin, un frère, un oncle et tout ça. Mais souvent, vous êtes floué et vous n'avez plus de solution. Puisque vous ne pouvez pas, compte tenu de nos traditions, vous ne pouvez pas, cette personne-là, vous ne pouvez pas le mettre à la disposition de la justice. Donc, et moi je dis, ceux qui arrivent à gagner un peu d'argent à l'étranger et qui veulent faire du business, mais première chose à faire, c'est d'éviter de travailler avec un parent, que ce soit un frère, un cousin, un oncle ou une tante. C'est à bannir. Voilà. Vous pouvez confier vos affaires à quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien de parenté, parce que demain, si ça tourne au vinaigre, vous pouvez le laisser en justice. Et vous pouvez le coffrer. Et il aura peur. Mais le parent n'a pas peur. Parce que le parent, voilà. Moi, je dis, en tout cas, moi, quand j'ai voulu investir ici au Sénégal, j'ai écarté, moi, tout ce monde-là. Rien de parenté. D'accord. Certainement, vous avez eu des modèles dans le monde du business aussi, puisque vous aviez eu un modèle dans le monde sportif. Aujourd'hui, dans le business, c'est qui votre référence? Dans le business, ma référence est moi-même. Voilà. Parce que je me suis tracé un chemin sans l'aide de personne. Je vous ai dit que j'avais 21 ans quand je suis parti. J'avais 21 ans, j'ai commencé à constituer ma fortune, qui n'était pas facile. J'étais dans une ville où il y avait tout. Et je me suis fait harakiri. Comme j'ai eu à le dire, je suis un enfant de Dieu, j'ai été éduqué par Dieu. Voilà. J'ai réussi un peu à faire mon chemin tranquillement et à investir. Donc, vraiment... Vous êtes votre propre modèle. Voilà, je suis mon propre modèle.
Vos perspectives? Aller le plus loin possible, innover, continuer à innover, parce que là, je suis toujours dans des innovations. Nous avons un grand projet, un peu de relooker un peu l'entreprise, un projet assez important, de près de 3 milliards. Nous sommes à la merci des banques, nous attendons l'avis de nos banques justement pour nous aider. Parce qu'en fait, vous savez, quand on est industriel, l'appétit vient en mangeant. Un industriel ne sait pas s'arrêter. Vous avez vu tout à l'heure, vous m'avez posé la question. À un moment dans la presse édition, moi j'étais un peu le roi. J'étais au top niveau. J'étais la seule imprimerie aujourd'hui au Sénégal à mettre en place 3 rotatifs. C'est-à-dire tous les quotidiens que vous voyez au Sénégal, ils ont imprimé chez moi, que ce soit Le Soleil, L'Observateur. Le numéro 1 de L'Observateur a été imprimé chez moi. Le numéro 1. Le Soleil, l'As. Le numéro 1 de l'As a été imprimé chez moi. Le Témoin, Sud et Sud quotidien, Walf quotidien. J'en passe. Direct Info, Le Matin. Tous ces quotidiens ont été imprimés. Le Soleil, ils ont imprimé chez moi pendant plus de 5 ans. Donc, vous voyez, j'ai imprimé tout. J'étais presque le roi de l'impression ici. Mais vous voyez, subitement, tout ça a disparu. Alors, mais il faut savoir prévoir. Et puis, savoir anticiper sur les mutations. Mais, bien que tout ça est parti, mais nous sommes toujours là. Donc, nous existons toujours. Et en accord avec nos banques et tout, nous tentons un peu d'améliorer un peu l'outil et en créant d'autres créneaux. Parce qu'il y a d'autres créneaux qui sont là, qui sont aussi porteurs et qui sont toujours dans le domaine de la presse, c'est-à-dire dans le domaine de l'impression. Il faut tout simplement les exploiter. Voilà, et c'est ça que nous sommes en train de faire. Saint-Louis Basket Club joue aujourd'hui. Vous êtes le président? Non, je suis le président depuis un an. Et voilà, c'est un club que j'ai pris, parce que vous savez, mon épouse est de Saint-Louis. Le hasard a fait que je vais souvent à Saint-Louis et le club avait un problème avec son président. Et son président a démissionné. Et le malheur que c'est, en démissionnant, il a laissé partir tous les joueurs et joueuses. Beaucoup de joueurs sont partis. Et le club a failli même descendre en 2e division. Un très bon club, hein? Oui, c'est un grand club. C'est le seul club qui sait tenir tête le Dakar Université Club. Oui. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe parce que Saint-Louis est en tête du championnat chez les filles. Et Dakar Université Club est en tête dans l'autre parce qu'il y a 2 poules. Donc la première poule, nous sommes juste en tête avec la ville de Dakar, qui est un peu vraiment la bête noire. Voilà, maintenant le championnat va se jouer entre ces trois clubs, ville de Dakar, Saint-Louis Basket et tout. Et au moment où je prenais Saint-Louis Basket, c'était pas du tout ça. Saint-Louis a failli même frôler la catastrophe, aller en 2e division. Heureusement, il y a eu le Covid, donc le championnat a été arrêté et donc on a recommencé à zéro. En recommençant à zéro, ça a coïncidé avec mon arrivée. Et là, j'ai mis le paquet sur les recrutements. Donc vraiment, on a fait côté filles, on a fait vraiment un recrutement XXL, et vraiment un recrutement de tenus, et chez les garçons aussi, et qui fait le résultat aujourd'hui, les filles, sur l'ensemble de la saison. Parmi ces joueurs et joueuses, il y en a qui sont à l'équipe nationale, comme l'autre, Ndaïsen. Ndaïsen ne joue plus à Saint-Louis. Ndaïsen joue à Isaac. Mais nous avons des internationales, il y a Mbarka, il y a Dalva, on a 2 internationales congolaises qui jouent avec nous, Mariana et Christelle. On a aussi 2 internationales maliennes. Voyez. Maintenant, vous allez abonner sur notre page YouTube pour recevoir à temps nos publications. D'accord. Mot de la fin, M. Tandia. Écoutez, je vois déjà que vous faites de belles choses ici, qui a quand même un caractère plus ou moins sérieux, plus ou moins efficace. Et puis,
la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est plus de réussite encore. Et puis de vous positionner un peu sur le chéquier africain, ouest-africain. Bon, je pense que ce genre de reportage aura l'avantage de mieux connaître les self-made men qui évoluent un peu dans leur pays. Bon, vous savez, hein, c'est ça l'information, parce que seule l'information peut aller chez quelqu'un, vers chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que partir de mon salon pour aller dans le salon un peu de ceux qui sont abonnés à votre site et qui nous regardent. En tout cas, je vous félicite. Merci beaucoup. Je pense que j'aurai le temps de bien visiter le site et regarder tous les reportages. Dieu sait que sont assez nombreux. Cela prouve un peu le sérieux de continuité de votre structure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Tandion. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Modèle de réussite Afrique vous remercie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Audace. Merci beaucoup.